Il y a 9 ans, mon propre frère m'a frappé au visage, puis m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Les ordures comme toi n'ont pas leur place dans ma vie. » Il s'est détourné avec la femme qui avait tout empoisonné entre nous. Pas d'appel, pas d'anniversaire, juste le silence. Avance rapide. J'ai travaillé dur pour m'élever à partir de rien. Je suis devenu PDG. J'ai acheté une villa en bord de mer. Et devinez qui s'est présenté le lendemain matin, souriant, valise à la main? Hé, petit frère, tu as de la place pour la famille? Il pensait que j'oublierais. Il pensait que je céderais. Mais ce que j'ai fait ensuite, ils ne l'ont jamais vu venir. L'air sentait le charbon de bois, la bière et trop de fausses politesses. C'était un dimanche soir chaud à Charleston, en Caroline du Sud. Le jardin de mon frère Caleb bourdonnait des suspects habituels, des cousins qui se retrouvent, des oncles ivres de bière légère, quelqu'un qui faisait brûler des côtes sur le grill et prétendait savoir ce qu'il faisait. Je me tenais à l'écart, un gobelet en plastique à la main, hochant la tête, souriant, faisant semblant. Je ne voulais pas être là, mais je continuais de me présenter chaque année, espérant que cette fois serait différente, qu'ils arrêteraient peut-être de me traiter comme un reste. Ma belle-sœur, Vénus, portait son habituel faux sourire. Elle flottait d'un groupe à l'autre comme une débutante du Sud devenue reine des abeilles. Tout chez elle disait « Je possède cette famille ». Et le plus triste, elle n'avait pas tort. « Cale, chérie », dit-elle trop fort, posant sa main manucurée sur mon épaule, comme si elle faisait une œuvre de charité. « Toujours entre 2 emplois, hein? Ça doit être agréable, tout ce temps libre. » Cela a touché plus fort qu'une gifle. Quelques personnes à proximité ont gloussé, doucement, nerveusement, mais assez pour que ça pique. Caleb n'a rien dit. Il a juste repris une gorgée de sa bière, les yeux fixés sur la pelouse, comme si elle lui devait quelque chose. « Je suis en freelance maintenant », ai-je répondu, gardant ma voix calme. « C'est flexible. Ça paie bien. » Venu pencha la tête. Flexible est une jolie façon de dire vivre du travail acharné des autres. Tu ne crois pas? Quelque chose en moi s'est fissuré un tout petit peu. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Caleb a finalement parlé. Elle a raison, Cal. Tu es toujours là quand il y a de la nourriture gratuite et de la bonne compagnie. Mais le reste de l'année, tu nous fantômes. Fantôme. C'est moi qui appelais. Celui qui est venu aider papa à réparer le pont. Celui qui a prêté de l'argent à Caleb à l'époque où lui et Vénus avaient du mal avec leur hypothèque. J'ai avalé difficilement. Je n'ai jamais rien demandé, ai-je dit. Oh, allez, a rétorqué Vénus. C'est tellement victimisant de dire ça. Assume, tu dérives. Tu arrives les mains vides. Tu as 37 ans et tu essaies toujours de t'en sortir. La famille est fatiguée. La famille, comme si je n'en faisais pas partie. J'ai regardé autour de moi. Personne n'a parlé. Pas ma tante May, que j'ai conduite 2 heures pour aller chercher à l'hôpital. Pas mon oncle Brent, dont j'ai réparé la tondeuse l'été dernier. Ils fixaient tous leurs boissons. Et puis, j'ai vu maman assise tranquillement sur le porche, tenant quelque chose de petit dans sa main. Elle a croisé mon regard, puis a détourné les yeux. Son expression était illisible, comme si elle ne voulait pas faire partie de ça, mais qu'elle n'allait pas intervenir non plus. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis retourné vers Vénus, prête à dire quelque chose, n'importe quoi. Mais Caleb s'est interposé. Ses yeux étaient vitreux, sa voix trop forte. « Tu te crois meilleur que nous, n'est-ce pas ?» a-t-il craché, agissant toujours comme un pauvre poète.
Mais tu n'es rien, Cal. Tu n'as jamais été rien. Le silence était épais. Est-ce que c'est vraiment ce que tu penses de moi? Ai-je demandé, ma voix se brisant malgré moi. Caleb s'est rapproché. Les ordures comme toi n'ont pas leur place dans ma vie. Et puis il a frappé. Son poing a frappé ma mâchoire fort et vite. Mon gobelet s'est envolé. Mes genoux ont fléchi. Je suis tombé par terre. Personne n'a bougé. Pendant une seconde, tout ce que j'ai entendu, c'est le bourdonnement des cigales et mon propre cœur battant comme un tambour de guerre. Le sang remplissait ma bouche. Je me suis relevé lentement, étourdi, et j'ai revu maman. Elle était toujours sur le porche, toujours immobile, toujours silencieuse. Mais dans sa main se trouvait l'objet que j'avais vu plus tôt, une montre de poche, celle de papa, fissurée, l'aiguille des minutes bloquée entre deux nombres. Elle s'est levée, s'est approchée de moi, et sans un mot, me l'a mise dans la paume, puis m'a tourné le dos et s'en est allée. Cela ne ressemblait pas à de l'amour. Cela ressemblait à une clôture. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas riposté. Je me suis levé, tremblant, saignant, et j'ai marché non seulement hors du jardin, pas seulement hors de cette maison, mais hors de la famille. 9 ans se sont écoulés avant que je ne revoie l'un d'entre eux. Et même alors, ils ne sont venus que parce que j'avais quelque chose qu'ils voulaient, ne pas dire au revoir. Je suis allé directement à ma voiture avec du sang dans la bouche et le silence derrière moi. Personne ne m'a couru après. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon camion devant un CVS ouvert 24 heures sur 24, garé sous une lumière vacillante qui bourdonnait comme un mauvais souvenir. J'ai regardé par le pare-brise jusqu'au matin et la douleur froide dans ma poitrine a commencé à ressembler à quelque chose de permanent. 3 semaines plus tard, j'ai fait 2 sacs de voyage et j'ai quitté Charleston pour de bon. Houston n'était pas le plan. C'était juste le premier endroit où j'ai trouvé un loyer bon marché et une annonce Craigslist cherchant de l'aide dans un entrepôt. Je l'ai prise. J'ai dormi sur un matelas par terre dans un studio si petit que je devais déplacer la poubelle juste pour ouvrir le réfrigérateur. Personne ne me connaissait là-bas. Et c'était le but. Pendant les 2 premières années, je n'ai pas parlé de ma famille. Pas une seule fois. Pas à mes collègues, pas aux voisins qui me demandaient toujours si j'allais bien. J'ai baissé la tête, j'ai pris toutes les heures supplémentaires qu'ils pouvaient me donner et j'ai essayé de ne pas penser aux anniversaires, au Thanksgiving ou aux décorations de Noël. Mais on ne peut enterrer les choses qu'à un certain point. La 3e année, je me suis retrouvé aux urgences le jour de mon anniversaire, 34 ans. J'avais perdu connaissance à cause de la déshydratation, d'un coup de chaleur après avoir chargé des camions toute l'après-midi au soleil. Quand je suis revenu à moi, l'infirmière m'a demandé si quelqu'un venait me chercher. J'ai dit non. Je lui ai dit que j'appellerais quelqu'un, mais je ne l'ai pas fait. Je suis rentré de l'hôpital avec une prescription dans une poche et une référence pour une thérapie dans l'autre. Je n'ai jamais rempli l'une ou l'autre. Je n'étais pas encore en colère, juste creux. Ça, c'est venu plus tard. À la 5e année, le silence n'était plus seulement douloureux. Il commençait à sembler personnel. Caleb n'a jamais donné de nouvelles. Pas même après que j'ai déménagé. Pas même après que j'ai publié une fois sur Facebook que j'étais à l'hôpital. Juste un j'aime de quelqu'un que je ne connaissais même pas. C'est là que j'ai écrit la lettre. Je n'ai pas écrit pour me disputer. Je n'ai pas écrit pour revenir sur cette nuit. J'ai juste dit qu'il me manquait. J'ai dit que j'espérais que nous pourrions parler. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas en personne. Juste quelque chose. Je l'ai posté à son adresse à Charleston.
Pas d'adresse de retour, juste son nom. Il m'a fallu 3 semaines pour obtenir une réponse. Mais ce n'était pas l'écriture de Caleb sur l'enveloppe. C'était Vénus. À l'intérieur se trouvait une lettre tapée, froide, précise, clinique. Elle commençait par « Cal, ton incapacité à assumer la responsabilité de la douleur que tu as causée à cette famille est épuisante. » Elle parlait de mon schéma de victimisation, comment je drainais les gens émotionnellement, comment Caleb avait refait sa vie. Il y avait une phrase dont je me souviens mot pour mot. « Tu n'as jamais été coupé des ponts. Tu ne pouvais tout simplement pas supporter les conséquences de ta propre égoïsme. » Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. En bas, aucune signature de Caleb, juste la sienne. Elle l'avait interceptée. Il n'avait jamais vu ma lettre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je pouvais hurler dans le vide pour toujours. Personne ne viendrait me sortir de là. J'ai regardé cette lettre pendant des heures, la façon dont elle formulait tout comme si j'étais un parasite qui avait finalement été retiré. J'ai essayé de me dire que peut-être elle le protégeait, que peut-être il ne s'en souciait vraiment pas assez pour demander. Mais au fond, je savais. Cette nuit-là, je me suis tenu sur le balcon de mon appartement, au 5e étage, face à un parking de supermarché, et j'ai déchiré la lettre en morceaux. Je les ai laissés se disperser dans le vent comme s'ils n'avaient jamais été écrits. Puis je suis retourné à l'intérieur, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des cours du soir. Comptabilité, commerce. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais une chose. J'en avais fini d'être celui qui attendait la permission de guérir. Il voulait le silence. Il l'aurait, mais pas de la manière dont il pensait. Parce que le silence ne signifie pas toujours la paix. Parfois, cela signifie la permission. La permission de construire quelque chose sans eux. La permission de grandir sans leur bénédiction. La permission de prendre chaque once de cette douleur et de la transformer en carburant. Alors, j'ai arrêté de poser des questions, j'ai arrêté d'attendre, et j'ai décidé que si j'allais être seul, j'allais au moins être puissant. Je ne l'ai pas annoncé, vous savez. Je n'ai pas posté de citation sur les réseaux sociaux, ni acheté un journal avec le mot « hustle » dessus. Je me suis juste mis au travail. Le lendemain de la déchirure de la lettre de Vénus, j'ai ouvert un vieil ordinateur portable que quelqu'un m'avait donné pour 20 $. Il toussait plus fort que la climatisation de mon appartement, mais il s'allumait. C'était suffisant. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube sur le codage, JavaScript, Python, tout ce qui avait l'air assez compliqué pour effrayer la plupart des gens. Puis j'ai recommencé depuis le début, encore et encore. J'ai échoué à tous les exercices au début. Je ne pouvais pas faire à un bouton ce qu'il était censé faire. Je ne comprenais pas comment fonctionnaient les boucles. Mais la frustration, c'était mieux que le silence. Je chargeais des camions dans le parc d'expédition jusqu'à 3 heures du matin, puis je dormais quelques heures, je me levais et je retournais à l'écran. Je n'avais pas de petit ami, pas de projet de week-end, pas de distraction, juste cette voix au fond de ma tête, la sienne, disant « Tu ne bâtiras jamais rien par toi-même ». Cette voix me suivait comme une ombre. Chaque fois que je voulais abandonner, je l'entendais. Quand j'ai finalement réussi à faire fonctionner mon premier programme Hello World, j'ai murmuré « Prends ça, Vénus ». 2 ans plus tard, j'avais construit quelque chose de décent. Une application simple pour planifier les expéditions d'inventaire destinées aux petits entrepôts, comme celui où je travaillais. Je l'ai montré à mon patron. Il a cligné des yeux devant l'écran, s'est gratté la barbe, puis a dit
Tu as construit ça toi-même. Ce mot, toi-même. J'ai hoché la tête. Une semaine plus tard, le beau-frère de son frère, un certain gars dans le domaine, l'a envoyé à une entreprise de la ville qui faisait des logiciels de logistique. Ils ont demandé à me rencontrer. Je suis arrivé dans un blazer de friperie, nerveux et transpirant sous ma chemise. Le gars qui m'interviewait avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours. Il a fait défiler ma démo en silence, puis m'a regardé et a dit « Tu es brute, mais tu es réelle. On peut travailler avec ça. » C'était la première fois de ma vie d'adulte que quelqu'un d'autre qu'un caissier de supermarché me disait que j'avais de la valeur. Ils m'ont embauché à un niveau junior. Salaire de base, mais je m'en fichais. Je me souviens m'être assis dans cette vieille voiture sur leur parking, serrant le volant à 2 mains, murmurant « Tu l'as fait, mec, tu l'as fait ». 6 mois plus tard, ils m'ont promu à temps plein. J'ai arrêté de charger des camions. J'ai acheté un vrai bureau. J'ai remboursé mon dernier prêt sur salaire. Je n'ai toujours pas appelé mon frère. Le succès ne comble pas le vide. Il en change juste la forme. Le printemps suivant, mon entreprise m'a envoyé à une conférence technologique à Austin. Je n'ai presque pas voulu y aller. Je ne possédais pas une seule chemise boutonnée qui n'ait pas une tache, mais mon manager a dit « C'est une bonne exposition. » Serrer des mains, manger la nourriture gratuite. Alors j'y suis allé. Parcourir le salon était comme entrer dans une autre planète. Des stands polis, des gens avec des titres fantaisistes, de jeunes PDG distribuant des cartes de visite comme des bonbons, et puis, sans prévenir, quelqu'un a appelé mon nom. Kyle. Je me suis retourné, m'attendant à ce que ce soit une erreur. Ce n'était pas le cas. C'était Dante Marshall. Nous étions allés ensemble au lycée. Il avait l'habitude de s'asseoir derrière moi en cours d'informatique, me demandant toujours de réparer sa connexion. Je ne l'avais pas vu depuis presque 15 ans. « Dante », ai-je dit, clignant des yeux. « Mec, regarde-toi. » Il a souri. « Regarde-toi. Je ne pensais pas te revoir dans un endroit comme celui-ci. » Nous avons fini par prendre un café à l'angle du lieu, loin du bruit. Il s'est avéré que Dante était entré dans le capital risque. Il avait cofondé quelques startups et recherchait des talents pour un nouveau projet axé sur l'IA. Nous avons parlé pendant 1 heure. Je lui ai dit un peu sur mon application, sur l'entreprise. Pas tout, juste assez. Puis il s'est penché et a dit « Tu sais, au lycée, j'ai toujours pensé que tu étais trop intelligent pour rester coincé dans cette ville. » J'ai souri, mais je n'ai rien dit. Puis il a dit « Nous construisons quelque chose. C'est à un stade précoce. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend le code, mais qui comprend aussi la douleur, les choses de la vraie vie, pas seulement les algorithmes. » Cela m'a fait me redresser. « Écoute, » a-t-il dit, « j'ai des gens avec des MBA qui font la queue pour ça, mais ils n'ont jamais été frappés au visage par leur propre famille, jamais dormi dans leur voiture. Toi, tu l'as fait ? Cela signifie que tu penseras différemment. Cela m'a frappé plus fort que n'importe quelle offre d'emploi n'aurait pu le faire. Pourtant, j'ai hésité. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, je me suis assis dans le noir et j'ai pensé à tout ce que j'avais vécu. À Charleston, à Caleb, au coup, à Vénus et à sa lettre froide. Tu ne bâtiras jamais rien par toi-même. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé un écran vide. Et puis j'ai commencé à écrire un plan. J'étais en appel pour présenter notre nouvelle fonctionnalité à un groupe d'investisseurs de Singapour lorsque mon assistante a frappé légèrement et m'a glissé son téléphone, juste un nom à l'écran.
Chloé Jacobs podcast confirmé pour 14 heures. J'ai hoché la tête et j'ai continué, mais quelque part dans le fond de mon esprit, j'ai entendu ce déclic. Ce petit moment où la vie change et que vous ne vous en rendez compte que plus tard. L'interview était censée être légère, une discussion informelle sur la façon dont un ancien employé d'entrepôt a construit un outil de logistique IA dans un appartement d'une chambre. Mais quelque part entre la 4e et la 5e question, elle a demandé « Souhaitez-vous que votre famille ait été plus impliquée dans votre ascension ?» J'ai fait une pause. J'ai pensé à sauter la question. Mais ma gorge s'est serrée, et ce qui est sorti n'était pas prévu. Parfois, ai-je dit, la famille n'est pas ceux qui vous ont élevé, ce sont ceux qui vous ont respecté. Elle a cligné des yeux, a griffonné quelque chose dans son carnet. Elle a continué. Le lendemain matin, ma boîte de réception a explosé. J'avais oublié à quelle vitesse Internet bouge quand il sent quelque chose de brut. Cette citation a été coupée, partagée, publiée sur des Reels, citée sur TikTok, transformée en marchandise. Quelqu'un m'a même envoyé une capture d'écran d'une tasse sur laquelle il était écrit « Le respect est plus épais que le sang ». Cale Tyrell. Cela semblait surréaliste. Je vivais maintenant dans un gratte-ciel, me réveillant avec une vue sur le littoral de San Diego. Des comptoirs en marbre, des lumières intelligentes, tout ce que je pensais n'existait que dans les séries télévisées. Et pourtant, la plupart des soirs, je cuisinais de la même manière. Œufs et pain grillés, mangés debout à la cuisinière comme j'en avais l'habitude quand le courant était coupé. L'argent ne m'avait pas changé. Mais le silence m'avait rendu plus aiguisé. Je ne faisais pas la fête. Je n'affichais rien. Ma satisfaction venait silencieusement, en regardant les chiffres augmenter, en entendant les commentaires des clients, en voyant les employés croire en ce que j'avais construit. Et puis c'est arrivé. Un mardi soir tard, je venais de finir de revoir les mises à jour de l'équipe produit. Je me suis servi un verre d'eau. Mon téléphone a vibré une fois. Numéro inconnu. J'allais l'ignorer jusqu'à ce que je voie le message. Ton frère ne va pas très bien ces derniers temps. Pas de salutation, pas de nom, pas de contexte. Juste ça. J'ai regardé fixement, mon pouce en suspens. 9 ans. Pas un appel, pas une carte. Même pas un « comment vas-tu ?» et maintenant que j'ai fait défiler, rien d'autre dans le fil. J'ai vérifié le numéro. Indicatif régional hors de l'état, non enregistré. Mais je connaissais cette façon de taper, cette formulation formelle et coupée, cette chaleur froide. C'était ma mère. Je me suis assis, mon cœur ne battait pas la chamade. Il s'enfonçait comme une pierre, tombant dans de l'eau profonde. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone face cachée sur la table, je suis sorti sur le balcon. J'ai laissé la brise me gifler un peu le visage. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Quelque part au loin, quelqu'un riait probablement, dansait, vivait sans poids. Je ne pouvais pas dire si le message était de l'inquiétude, de la culpabilité ou un appât. Et c'est ce qui me rongeait. Qu'est-ce qu'ils veulent? Caleb mourrait-il, déprimé, fauché? Ou avait-il simplement vu mon nom devenir tendance et avait-il décidé que c'était le moment de me ramener? Une partie de moi voulait rire, une autre voulait hurler. Mais la plupart du temps, je restais là, laissant le silence s'étirer, jusqu'à ce qu'il soit plus fort que tout ce que j'avais jamais entendu. Parce que quand le silence se brise enfin, il ne murmure pas, il résonne. Pendant longtemps, je m'étais entraîné à oublier le petit garçon en moi qui admirait Caleb, qui écoutait attentivement ma mère, qui voulait juste qu'il soit fier. Mais à ce moment-là,
j'ai réalisé quelque chose que je ne voulais pas admettre. Je le voulais toujours. Je voulais toujours savoir qu'il me voyait, pas seulement à travers un écran, pas seulement quand j'étais utile, mais en tant que fils, en tant que frère. Je me suis assis sur le bord du balcon, les coudes sur les genoux. J'ai regardé l'océan et je me suis demandé à voix haute, d'une voix que je reconnaissais à peine. Suis-je toujours l'enfant qui voulait juste qu'il m'aime? Et après avoir envoyé juste 10 mots, sans ponctuation, sans chaleur, j'ai glissé le téléphone dans le tiroir et j'ai continué ma journée comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Pas par regret, juste par friction. Quelque chose d'inhabituel, comme une fenêtre laissée entr'ouverte pendant une tempête. Je me suis dit que c'était fini. Une réponse. C'est tout. Aucune porte n'a été ouverte, aucun pardon accordé. Puis 3 jours plus tard, un coup à la porte. J'étais dans la cuisine à faire du café. Tôt dans l'après-midi, le soleil projetait des lignes nettes sur le carrelage. Je ne m'attendais à personne. La plupart des gens devaient y passer la porte, bonhomme. Le code de l'ascenseur, la réception. Qui que ce soit avait de l'aide pour monter. J'ai ouvert la porte, et voilà, Caleb et Vénus, debout comme s'ils étaient chez eux. Il a souri comme si nous nous étions vus le week-end dernier. « Petit frère », a-t-il dit, les bras ouverts comme une blague. « Tu vas me laisser en plan ?» Je n'ai pas bougé. Vénus est avancée devant lui, les yeux brillants, polis. Même teinte de rouge à lèvres que je me souviens d'il y a 9 ans. « Cale, waouh, tu as vraiment fait quelque chose de ta vie. Cet endroit est magnifique. » Je suis resté silencieux, laissant le silence s'étirer entre nous comme du fil barbelé. Ils attendaient une invitation. Je n'en ai donné aucune. Caleb, toujours le showman, a juste gloussé et est passé devant moi, comme s'il possédait l'endroit. Vénus a suivi, ses talons tapant doucement sur le sol. J'ai fermé la porte plus lentement que je n'aurais dû. Il a fait le tour du salon ouvert, les yeux partout, les fenêtres, les meubles, l'art que je remarquais à peine maintenant. « Cette vue », a-t-il dit, secouant la tête. « Mec, qui aurait cru ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés. « Que faites-vous ici ?» Vénus a pris les devants, comme d'habitude. Nous étions dans le coin. Nous avions besoin d'un petit changement de décor. Nous avons pensé qu'il était temps de passer. Ça fait bien trop longtemps. « Est-ce que ça fait ?» ai-je demandé. Caleb s'est retourné. « Allez, mec, ne sois pas comme ça. La famille, c'est la famille. » J'ai presque ri. Presque. Il s'est assis sur le canapé comme si c'était sa place. Comme s'il ne m'avait jamais mis la main dessus. Comme s'il m'avait regardé saigner sur le trottoir et m'avait laissé en plan. Je pouvais sentir ça monter dans ma poitrine. Cette lente montée. Pas de la rage. Pas encore. Juste de la pression. Vénus s'est perchée sur l'accoudoir. « Tout est grâce et calcul », a-t-elle dit, tirant les mots. Les choses ont été un peu serrées de notre côté ces derniers temps. Rien de dramatique, juste vous savez comment l'économie a été. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé ses lèvres bouger, ses boucles d'oreilles se balancer. Elle a souri. Quoi qu'il en soit, nous pensions que tu avais cet endroit immense, bien plus que ce qu'une personne a besoin. Nous avons juste besoin d'un endroit où traîner pendant quelques semaines. Rien de permanent, juste un endroit doux pour atterrir. Une pause calculée pour la famille. Ce mot encore. Je l'ai fixé, puis lui. Caleb s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. « Écoute,
Je sais que nous avons eu un passé, mais nous sommes du sang. Ça doit compter pour quelque chose. Et comme ça, je l'ai vu clair comme du verre. Ils ne sont pas venus s'excuser. Ils ne sont pas venus renouer. Ils sont venus parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. C'est tout ce que j'ai jamais été pour eux. Un plan de secours. Derrière eux, sur l'étagère du couloir, se trouvait une photo que je n'avais jamais enlevée. Le vieux barbecue de famille. Moi, Caleb et papa avant le AVC. Caleb l'avait jeté une fois, l'avait appelé une ordure. Je l'ai trouvé fissuré dans une boîte et je l'ai gardé quand même. Je n'ai jamais réparé le cadre. Je l'ai laissé casser exprès. Maintenant, je me suis approché et je l'ai ramassé. Ils m'ont regardé. « Vous vous souvenez de ça ?» ai-je demandé. Caleb a souri. « Oui, bon moment. » J'ai hoché la tête. « Tu l'as jeté. Tu as dit que c'était une ordure. » Il a bougé. « Est-ce que j'ai ? Je ne m'en souviens pas. » Bien sûr, il ne s'en souvenait pas. Venu s'éclaircit la gorge. Nous n'essayons pas de faire ressurgir quoi que ce soit. Nous essayons juste d'avancer ensemble. J'ai reposé la photo, cette fois face cachée, puis je me suis retourné. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit. Venu s'est levé. Bien sûr, je comprends tout à fait. Juste quelques semaines, Kyle. Aucune pression. Caleb s'est dirigé vers la porte, me donnant une tape légère sur l'épaule. Ça fait plaisir de te voir, mec. Vraiment. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai juste fermé la porte derrière eux, les verrouillé. Je suis resté là, le dos appuyé contre le bois. L'appartement semblait plus froid, plus silencieux, mais pas vide. Ils étaient venus de si loin pour faire semblant que le passé n'était jamais arrivé. Pour demander une partie du présent qu'ils n'avaient jamais aidé à construire. Pas d'excuses, pas de responsabilité, juste une attente. J'ai regardé par la fenêtre, vers la rue en bas, où leur Uber les attendait, et je connaissais déjà ma réponse. J'avais dit que j'y réfléchirais, mais je connaissais déjà ma réponse. Cette nuit-là, je me suis assis sur le balcon avec un verre et les vagues, ma vraie famille de nos jours, et j'ai laissé la brise fraîche me rappeler que j'avais tout construit, brique par brique, seul. Je ne devais rien à personne. Je pensais que ce serait la fin, mais le lendemain matin, juste après Dizreen, j'ai ouvert la porte d'entrée pour trouver une montagne de cartons. Et juste derrière, Caleb et Venus, souriant comme s'ils étaient en avance à une fête à laquelle je ne les avais jamais invités. « J'espère que ça va ?» a dit Caleb, passant un sac sur son épaule. « Nous avons pensé qu'il serait plus facile de nous installer. Tu as dit que tu y réfléchissais. Alors, Venus a soulevé un appareil de taille moyenne, enveloppé dans des serviettes. Où veux-tu mettre la friteuse à air ? Je n'ai pas parlé. Pas tout de suite, parce que j'avais besoin que le silence retienne ce qui montait en moi. Mais ils ont pris ce silence pour une permission, comme ils l'avaient toujours fait. Caleb est passé en force avec un grognement, laissant tomber son sac de voyage juste à l'intérieur de la porte. Venus a suivi, posant la friteuse à air sur mon comptoir de cuisine, comme si elle y appartenait. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle comme une agent immobilier. Cet endroit te ressemble vraiment. Minimaliste, net, très propre. Je me tenais au seuil, la main toujours sur le bouton de la porte, et pendant une stupide seconde, j'ai pensé que c'était peut-être un test, qu'ils allaient se retourner, rire, dire « c'est une blague » et partir. Mais à la place, Venus a ouvert un carton, a sorti un coussin décoratif et a demandé « Quelle chambre a la meilleure lumière du matin ? Caleb a des migraines. L'après-midi,
Il s'était répandu dans 2 chambres d'amis. Son maquillage sur l'évier, ses chaussettes dans la buanderie. Ma maison devenait lentement la leur. C'était comme regarder de la moisissure pousser. Il touchait des choses qu'il n'avait pas le droit de toucher, ajustait le thermostat, réorganisait les plaids, laissait des sacs d'épicerie sur l'îlot sans demander. Et puis pendant le déjeuner, Vénus a jeté un coup d'œil à mon shake protéiné et a dit « Toujours dans ton régime carburant propre, hein? Tu sais, un peu de vraie nourriture ne te tuerait pas. » Caleb a ri comme si elle était hilarante. Ce soir-là, j'ai mangé seul sur le balcon. Je n'avais pas besoin de compagnie. J'avais besoin d'air. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, car rien de tout cela ne ressemblait à une coïncidence. Ils ne venaient pas juste squatter, ils emménageaient. Le lendemain matin, Vénus était dans la cuisine, portant l'un de mes sweats à capuche, remuant du café comme si elle possédait la cafetière. « Bonjour », a-t-elle dit trop joyeusement. J'ai ouvert le réfrigérateur. L'un de mes conteneurs de préparation de repas était ouvert, à moitié mangé, sans mots. Caleb est entré torse nu, se grattant l'estomac. « Mec, ce lit, ferme, mais bon. Je pourrais dormir pendant des jours. Je préférerais que tu ne le fasses pas, » ai-je murmuré. Il ne m'a pas entendu, ou a fait semblant de ne pas m'entendre. Ils se sont installés comme du brouillard, impossibles à saisir, mais toujours présents. Au 3e jour, ma patience s'était amincie comme du papier. J'ai gardé mes routines strictes. J'ai travaillé dans mon bureau avec la porte fermée. Je suis parti à la salle de sport sans dire au revoir. J'ai mangé en silence, reconnaissant à peine les 2 fantômes qui hantaient maintenant mon espace. Mais ensuite vint le dîner. Nous étions assis autour de l'îlot de cuisine. J'avais commandé du thaï. Assez pour 3, bien que je ne sois pas sûr pourquoi. Vénus a poussé un morceau de tofu sur son assiette, puis a dit comme si elle parlait à elle-même. Certaines personnes oublient qui les a élevées, qui a payé les lumières quand elles rêvaient trop. J'ai fait une pause à mi-morsure. J'ai levé les yeux. Ses yeux ne quittaient pas sa nourriture. J'ai pris une inspiration et j'ai souri, mince et tendu. « Eh bien, » ai-je dit calmement. Certaines personnes confondent le silence avec le consentement, mais tout le monde n'oublie pas. Elle a croisé mon regard, son sourire a tressailli. Caleb n'a rien dit. Il a continué à mâcher, faisant semblant de ne pas remarquer la tension s'épaissir comme du ciment frais entre nous. Cette nuit-là, j'ai marché dans le couloir avant de me coucher. Je me suis arrêté devant la chambre où il dormait, la porte entr'ouverte, les lumières toujours allumées. J'ai entendu Vénus rire doucement de quelque chose que Caleb avait dit, comme si c'était des vacances. J'ai continué dans le couloir, passé la bibliothèque. Je me suis arrêté devant la photo encadrée, toujours fissurée, toujours la mienne. Je suis resté là longtemps à la regarder. C'est là que ça m'a frappé. Ce n'était pas de la famille, c'était des squatteurs. Et s'ils ne partaient pas d'eux-mêmes, je les montrerais à la sortie, selon mes conditions. Maintenant, le lendemain, j'ai vérifié l'acte de propriété de ma maison juste pour me rappeler que tout cela m'appartenait à chaque centimètre. Ensuite, j'ai imprimé 2 copies d'un accord d'invité. Je me suis assise à l'îlot de cuisine. J'ai attendu. Ils sont arrivés vers midi. Caleb bâillant, Vénus au téléphone. « Bonjour » a-t-elle dit comme si nous étions colocataires, comme si le passé n'était pas arrivé. J'ai fait glisser les documents sur le comptoir, je n'ai rien dit. Caleb a haussé un sourcil, en a ramassé un. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, essayant de rire, mais il y avait une lueur derrière sa voix, comme s'il savait déjà. J'ai gardé mon ton plat. « Vous êtes des invités. Ceci décrit ce que cela signifie. »
Vénus a jeté un coup d'œil. Son sourire a vacillé. Caleb a parcouru la première page. « Mec, allez. Sérieusement? Des documents juridiques ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste rencontré ses yeux. J'ai attendu. Il a feuilleté la deuxième page. « Tu as fait rédiger ça par un avocat ?» Oui, Vénus a fait le tour de l'îlot, a ramassé la deuxième copie. Son silence a traîné un battement trop long. Aucune altération de propriété. Aucun invité sans permission. Les espaces communs restent à la discrétion du propriétaire. Elle l'a lu comme si elle goûtait quelque chose de aigre. Séjour maximum 30 jours. Elle l'a posé lourdement. « Waouh !» a-t-elle marmonné. « Tu penses vraiment que ça fait de toi quoi? Mieux que nous? » « Non, ai-je dit. Ça fait de moi Claire. » Caleb secoua la tête, ricanant. « C'est froid, mec. » Je l'ai regardé. J'ai laissé le silence s'étirer. « Il ne s'agit pas de froideur, ai-je dit. Il s'agit de respect. » Vénus s'est penchée, les bras croisés. Sa voix était plus tranchante maintenant. « Tu sais, tu te balades ici comme un roi fait maison, mais tu ne te souviens même pas qui t'a nourri quand tu avais 15 ans, qui a payé ton ticket de bus quand tu étais fauché. »« Je me souviens de tout, ai-je dit. C'est pourquoi ce n'est pas une faveur. C'est une ligne. » Caleb a essayé de désamorcer. « Nous sommes une famille. Les familles ne font pas ce genre de choses. Les familles n'emménagent pas chez toi sans demander. » Il n'a pas eu de réponse. Mais Vénus, elle, a craqué. « Tu penses que tu es au-dessus de nous maintenant ?» a-t-elle sifflé. « Tu ne sais même pas ce qu'il a fait pour cette famille. » Caleb tourna la tête rapidement. « Vénus, arrête !» Elle était déjà partie. « Non, » a-t-elle aboyé. « Il veut la vérité. Donnons-la lui. » Puis sa voix s'est brisée, aussi nette que du verre brisé sur du carrelage. « Il a perdu notre maison, Cal. Tout. » La pièce est devenue silencieuse. Caleb avait l'air comme si quelqu'un lui avait retiré l'air des poumons. Vénus a continué, amer maintenant, se déroulant. Le blackjack, les paris sportifs, les prêts. Je l'ai supplié d'arrêter, mais ça ne servait à rien. Il continuait à le chasser comme si la prochaine main allait régler les choses. Elle a pointé vers le plafond. C'est pour ça que nous sommes ici. Pas parce que tu nous manques, mais parce que nous n'avions nulle part ailleurs où aller. Caleb n'a pas nié. Il est resté là à regarder. Je me suis assis en arrière dans ma chaise. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de sympathie, pas de colère, mais du contrôle. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme le petit frère qui nettoyait le désordre de quelqu'un d'autre. Je me sentais solide, ancré. Vénus s'essuya les yeux. Elle ne pleurait pas. Pas vraiment. Juste acculée. « Tu veux que nous signions ton précieux petit papier ?» a-t-elle claqué. « Fine !» Elle a attrapé un stylo sur le comptoir, a écrit son nom en bas, puis l'a poussé vers Caleb. Il a hésité. Mais il a signé, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Alors qu'ils quittèrent la cuisine, je me suis levé et je me suis dirigé vers la bibliothèque. J'ai déplacé une pile de magazines technologiques. La photo était toujours là, toujours fissurée, toujours visible. Je ne l'ai pas réparée. J'ai juste fait de la place à côté. J'ai posé les documents signés juste à côté. Je les ai laissés côte à côte. Un passé brisé et une limite tracée, et ils l'ont signé. Mais le regard dans leurs yeux disait autre chose. Ce n'est pas fini, et je les crois. 3 jours passèrent, calmes, tendus. Ils gardèrent leur distance, vous savez, restaient plutôt polis, mais chaque mouvement semblait calculé. Vénus a commencé à se maquiller davantage à la maison. Caleb sifflait en passant devant mon bureau, comme s'il essayait trop fort d'avoir l'air détendu.
Ils ont cuisiné un soir, un grand dîner. Ils m'ont dit qu'ils essayaient de réparer les choses. Je n'ai pas touché à la nourriture. Plus tard dans la nuit, le tonnerre a grondé sur la côte. Le vent hurlait à travers les fissures des vitres, faisant trembler le verre juste assez pour donner l'impression que tout l'endroit pouvait s'effondrer. Vers 2h40 du matin, je me suis réveillé au son de mon téléphone qui vibrait. Au début, j'ai pensé que c'était une alerte d'urgence, un avertissement météorologique, peut-être. Mais ce n'était pas ça. C'était pire. Des douzaines de notifications, d'appels manqués, de textes, d'emails. Puis les messages ont commencé à apparaître plus vite que je ne pouvais les ouvrir. Qu'est-ce qui se passe, mec? Est-ce que c'est réel? Cette vidéo de toi criant sur une femme, elle devient virale. Carl, tu vas bien? J'ai cligné des yeux à l'écran. Les mots n'avaient même pas de sens. Puis j'ai vu la vidéo. C'était haché, mauvais éclairage, manifestement pris de la vidéosurveillance, de ma propre vidéosurveillance. Ils avaient utilisé mes propres caméras. Dans le clip, je me tenais dans la cuisine, les bras levés, pas de colère, mais en pleine explication, parlant fermement. Oui, mais sans crier. Dans le montage, cependant, cela sonnait comme si je hurlais. Ils avaient ajouté un audio de femme qui pleure. Pas de vrais pleurs, en boucle, faux, creux, juste assez pour donner le ton. La voix ressemblait à celle de Vénus. Ils avaient même brouillé son visage, comme si c'était une sorte de dossier criminel à la télévision. La légende disait « Le fondateur d'une entreprise technologique milliardaire, surpris en caméra lors d'une dispute domestique. » À 3h15 du matin, la vidéo avait atteint 2 millions de vues. Mon corps s'est glacé. Je suis resté assis longtemps. Téléphone en main, esprit vide. Pas de rage, pas de panique, juste la lente réalisation. C'était ça, le coup monté. Ils ne pouvaient même pas entrer par la porte d'entrée. Alors maintenant, ils essayaient de mettre le feu à la maison. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de considérer, c'est que j'avais appris quelques leçons après cette effraction dans mon bureau l'année dernière. La paranoïa peut être laide, mais elle peut aussi être intelligente. Je me suis levé, j'ai traversé la maison dans le noir. La tempête dehors couvrait le son de mes pas. Caleb et Vénus dormaient encore. Je ne suis pas entré dans leur chambre. Au lieu de cela, je suis allé dans mon bureau. J'ai ouvert le tiroir. À l'intérieur, un disque dur noir, petit, non marqué. Je l'ai branché à mon ordinateur de bureau. Les images étaient toutes là. Propres, non coupées, brutes, chaque pièce, chaque mot, l'audio original. Pas de cris, pas de pleurs, juste un homme fatigué qui pose des limites chez lui. Puis, je l'ai trouvé. Une semaine plus tôt, la chambre d'amis. Venu qui faisait les 100 pas. Caleb affalé dans un coin. Sa voix était tranchante. Si nous le coupons bien, personne ne s'en souciera. C'est faux. Il faut juste qu'il ait l'air en colère. C'est tout, Caleb. Il va nous poursuivre en justice. Venu, il est trop gentil. Il ne ripostera pas. J'ai sauvegardé le clip, ajouté des horodatages, étiqueté chaque fichier. Puis j'ai appelé mon avocat. À 5h du matin, les originaux avaient été transmis aux équipes juridiques, aux contacts médiatiques et à mon attaché de presse. À 6h30 du matin, les titres ont commencé à changer. La fausse accusation d'abus se retourne contre lui. Ban fournit des images de sécurité. Tentative d'extorsion capturée sur bande. Les commentaires ont afflué. Ils ont essayé de le ruiner. Il a joué intelligemment. Toujours documenté. Toujours se protéger. Respect aux silencieux qui ne bronchent trop pas. À 9h du matin,
Caleb et Vénus n'étaient toujours pas sortis de leur chambre. Je n'ai pas frappé. Je me suis assis dans le salon à la place, café à la main, regardant le surf marteler le rivage. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un texte. Numéro inconnu, mais je savais qui c'était. Juste une ligne. Nous ne voulions pas que cela aille aussi loin. Je n'ai pas répondu. Il y a une différence entre faire une erreur et faire couler le sang intentionnellement. Et quand quelqu'un essaie de tout vous prendre, votre travail, votre réputation, votre dignité, il n'y a pas de retour en arrière aux excuses à la table du petit déjeuner. Je me suis levé, j'ai traversé le couloir, je suis passé devant le cadre photo à nouveau, toujours fissuré, toujours là, laissé délibérément, comme une cicatrice qui n'a pas besoin d'être couverte, juste reconnue. Je l'ai laissé intact. Et comme ça, leur silence était plus fort que n'importe quelle excuse. Et après que la poussière soit retombée, ce n'était pas le bruit qui remplissait la maison. C'était quelque chose de bien plus lourd. Le silence, pas celui qui fait mal. Pas le silence de l'attente. C'était différent. C'était fini. Caleb et Vénus n'ont pas dit au revoir. Pas de mots, pas d'appel téléphonique. Juste partis. Je me suis réveillé un matin, j'ai fait mon café comme d'habitude, et j'ai remarqué que leur porte était ouverte. Le lit était défait. Quelques tiroirs laissés à moitié ouverts. La friteuse à air était toujours là. Mais tout le reste avait disparu. Ils ont même laissé une bouteille à moitié utilisée du parfum de Vénus sur le comptoir. Cette odeur douce et artificielle a persisté un peu trop longtemps. Vers midi, les blogs de potins avaient déjà passé à autre chose. Leurs comptes sociaux sont devenus silencieux. Le profil de Caleb a complètement disparu. Vénus a posté quelque chose de dramatique 2 jours plus tard. Une photo d'un ciel orageux avec la légende « La famille est compliquée, mais l'amour reste ». Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas reposté. Je n'ai pas envoyé de texte. Il n'y avait plus rien à sauver. J'ai fait une promenade cet après-midi-là. En bas de la colline, passer les boîtes aux lettres, juste pour sentir la brise. Quand je suis rentré, la maison semblait différente. Pas parce que quelque chose avait changé, mais parce que quelque chose en moi avait changé. J'ai marché lentement dans le couloir, le bout des doigts effleurant le mur. La maison était toujours trop grande pour un seul homme, mais elle ne semblait plus vide, juste paisible. Dans le hall, le même cadre photo fissuré était toujours accroché où il avait toujours été. Je me suis arrêté devant. Le verre était toujours fendu, une cicatrice diagonale traversant le visage de mon jeune moi. La fissure captait la lumière juste assez pour briller. J'aurais pu la réparer il y a des mois, mais je ne l'ai pas fait, et je ne le ferai toujours pas. Elle reste. Cette nuit-là, j'ai ouvert une enveloppe qui était restée sur mon bureau pendant des semaines. Je l'avais évitée, j'avais continué à la repousser. C'était la confirmation que la subvention que j'avais soumise au nom de maman avait été approuvée. 10 000 $ à un programme d'alphabétisation locale pour les mères célibataires essayant d'obtenir leur GED. Cela lui aurait plu. Elle disait « Ne fais pas que faire pousser l'argent, fais pousser quelque chose qui fait pousser les gens. » Je suis resté là un moment. J'ai lu la lettre 2 fois. Je l'ai soigneusement repliée et je l'ai posée à côté de la photo. Plus tard, cette semaine-là, j'ai organisé un dîner. Juste une petite chose, rien de chic. 6 personnes autour de ma table à manger se passaient des légumes rôtis, versaient du vin, riaient trop fort. Il y avait Marc, le stagiaire que j'avais autrefois encadré, et qui dirige maintenant sa propre organisation à but non lucratif. Il a raconté une histoire à mi-repas.
quelque chose que j'avais longtemps oublié. Tu te souviens de la fois où j'allais démissionner? Juste après le décès de mon père, a-t-il dit, en posant sa fourchette. Je suis entré dans ton bureau en pensant que j'allais être viré. Au lieu de cela, tu m'as donné 2 semaines payées et tu m'as dit de prendre le temps de me retrouver. Je l'ai regardé. Il a souri. Ça m'a sauvé, mec. Sérieusement. La table est devenue silencieuse pendant 1 seconde. Puis quelqu'un a changé de sujet et quelque chose sur la politique ou une remake de film. Mais je n'étais plus là. J'étais quelque part plus profond. Parce qu'à ce moment-là, ça m'a frappé. C'était la famille que j'avais choisie. Pas liée par le sang, mais par la présence, par la loyauté, par le fait de se présenter. C'était suffisant. Après le dîner, les gens se sont attardés et ont refait leurs verres, se sont disputés sur de la vieille musique, ont échangé des chaises. Quand ils ont finalement filé vers minuit, je les ai raccompagnés à la porte, un par un. J'ai rangé lentement. Pas de précipitation. Puis je me suis versé un dernier verre de vin, j'ai éteint les lumières de la cuisine et je me suis tenu à la fenêtre avant. Dehors, l'océan était agité, mais pas en colère. La marée se brisait avec un rythme doux et régulier, presque comme une respiration. Je suis resté là un moment. La maison derrière moi ne ressemblait plus à une forteresse. Elle ressemblait à un endroit que j'avais gagné. Brique par brique, cicatrice par cicatrice. J'ai siroté mon vin et j'ai murmuré. Pas à personne, juste à l'air devant moi. Ils pensaient d'un pouvoir me briser, mais ils m'ont seulement aidé à construire des murs qu'ils ne franchiront plus jamais. J'ai jeté un dernier regard vers le couloir où la photo pendait de travers, le verre fissuré, le souvenir intact. Puis je me suis détourné et je suis retourné dans le silence. Certaines fins n'ont pas besoin de bruit, juste du son d'une porte qui se ferme enfin et qui reste fermée.